Alors, nous avons vu la dernière fois les règles spécifiques qui étaient applicables aux actes de commerce et nous avons comparé ces règles-là, en tout cas les plus importantes, les plus originales qui sont prévues par le droit commercial. Nous les avons comparées par rapport à celles qui étaient prévues en droit civil. Nous avions vu la règle de la liberté de la preuve, donc le principe de la liberté de la preuve. Nous avons vu également le principe de la solidarité passive. Et enfin, nous avons vu les règles applicables au contentieux commercial, c'est-à-dire quelles sont les règles de compétence juridictionnelle en cas de litige ayant une nature commerciale et quelles sont également les règles relatives à la prescription de l'action en justice. En ce qui concerne la compétence des juridictions, nous avons vu que c'était en cas donc de litige de nature commerciale, c'était les juridictions commerciales qui étaient compétentes et non pas les juridictions civiles. La loi qui institue les tribunaux de commerce, la loi numéro 53/95, prévoit quelle est la compétence matérielle de ces juridictions-là. Alors, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de toutes les actions entre donc commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales, toutes les actions en justice relatives aux contrats commerciaux, et enfin les actions relatives aux effets de commerce. Elles sont également compétentes pour connaître des différends, c'est-à-dire des litiges qui peuvent naître entre associés d'une société commerciale et des différends, c'est-à-dire des litiges qui peuvent naître à raison ou en relation avec le fonds de commerce. Nous avons vu qu'en ce qui concerne la valeur du litige, les juridictions commerciales étaient compétentes pour traiter et examiner les demandes dont la valeur excède 20 000 dirhams. Lorsqu'on est en dessous de cette valeur, ou lorsque la demande porte sur une valeur même égale à 20 000 dirhams, eh bien la compétence revient au tribunal de première instance, tribunal civil. Donc, les juridictions commerciales ne sont compétentes que pour les litiges dont la valeur est supérieure à 20 000 dirhams. En ce qui concerne la prescription, nous avions vu que c'était un principe de droit qui consiste en une durée, c'est-à-dire un laps de temps, au-delà duquel une action en justice sera déclarée irrecevable, c'est-à-dire que la loi donne au créancier une certaine durée, un certain délai pour agir en justice, pour réclamer ce qui lui est dû, pour réclamer l'exécution d'une obligation ou pour réclamer des dommages et intérêts, une indemnisation parce que l'exécution justement de l'obligation n'a pas été faite par le débiteur ou parce qu'elle a été mal faite. Ce délai de prescription est de 15 ans en droit civil, tandis qu'il est de 5 années en droit commercial. Nous avions vu que la raison justement de ce délai inférieur à celui qui est prévu en droit civil, s'explique par les impératifs du monde des affaires, puisqu'il y a un besoin de rapidité, les choses évoluent rapidement en droit commercial et en droit des affaires de manière générale dans le monde des affaires, et donc il ne faut pas handicaper les relations commerciales en faisant peser sur les parties un risque judiciaire pendant une longue durée. Donc le délai de 5 ans permet de créer un juste équilibre, puisque cela permet aux parties au litige donc d'avoir un délai suffisant pour agir en justice et réclamer leurs droits, et en même temps, cela n'handicape pas les relations commerciales pendant une très longue durée. Donc voilà ce que nous avions vu la dernière fois en relation avec les règles relatives au contentieux commercial. En ce qui concerne le cas particulier des actes mixtes, puisque nous avions vu dans le paragraphe numéro 1 les règles applicables aux actes de commerce, donc c'est-à-dire dans les rapports entre commerçants à l'occasion justement de l'exercice de leur activité commerciale. Mais il y a des actes juridiques, des actes de commerce qui sont noués, qui sont conclus entre une partie commerçante et une partie non commerçantes. C'est pour ça qu'on les qualifie d'actes mixtes, puisque ces actes-là combinent deux qualités différentes de parties. Une partie qui a la qualité de commerçant et une partie qui n'a pas la qualité de commerçante. Et donc, c'est un acte juridique qui a une nature mixte. Il a un caractère civil lorsqu'on se place à l'égard justement de la partie non commerçante, et c'est un acte qui a une nature commerciale par rapport à la partie qui a la qualité de commerçant. Donc ces actes mixtes-là ont un régime spécifique, puisque l'on applique ici le principe de la distributivité. Cela est très simple, cela veut dire que en ce qui concerne la partie qui a la qualité civile, donc le non-commerçant, on va lui appliquer les règles du droit civil.
Donc, ce sont les règles du droit civil qui s'appliquent à l'encontre de la partie qui n'a pas la qualité de commerçant. À l'encontre de la partie qui est commerçante, eh bien, ce sont les règles du droit commercial qui seront applicables. Cela veut dire que, de manière très concrète, lorsqu'on applique ce principe-là, en cas de litige entre les parties, eh bien, cela a des conséquences sur les règles applicables. Par exemple, en matière de preuve, nous avons vu que, en droit commercial, le principe était que la preuve était libre. Et donc, ce principe de droit commercial est applicable à l'encontre du commerçant. Donc, si c'est le non-commerçant qui intente son action en justice, eh bien, il peut invoquer contre le commerçant ce principe-là qui s'applique en droit commercial, c'est-à-dire le principe de la liberté de la preuve. Et il peut prouver l'acte juridique qui a été accompli ou le fait juridique en question par tous les moyens. Donc, les règles du droit commercial s'appliquent à l'encontre du commerçant dans ce cas-là. Tandis que le commerçant, lui, est obligé de respecter les règles du droit civil en matière de preuve, quand il s'agit de prouver quelque chose à l'encontre de la partie qui n'a pas la qualité de commerçant. En matière de juridiction compétente également, il y a des conséquences en application de ce principe-là, puisque si c'est la partie qui n'est pas commerçante, c'est-à-dire le particulier qui intente son action en justice contre le commerçant, la loi lui donne la possibilité de porter son affaire, de porter son action, soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal de première instance, tribunal civil. Dans le cas contraire, si c'est le commerçant qui souhaite intenter son action en justice contre le particulier, il n'a pas le choix que d'appliquer les règles de compétence en matière civile et donc de porter son action en justice devant le tribunal civil. Donc voilà un bref résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Et par cette partie-là, en relation avec les actes mixtes, on clôt la deuxième partie du cours et nous démarrons donc la troisième partie du cours qui est en relation avec le fonds de commerce. Donc dans la première partie, nous avons vu l'activité commerciale, qu'est-ce qu'un acte de commerce, quelles sont les différentes catégories d'actes de commerce. Dans la partie numéro 2, nous avons vu l'acteur du commerce, c'est-à-dire le commerçant, l'acteur principal du commerce. Et dans la troisième partie, nous allons voir ici le support de l'exercice de l'activité commerciale, le fonds de commerce. Quelle est cette richesse qui est créée par l'exercice de l'activité commerciale? Qu'est-ce que le fonds de commerce? Quelle est sa nature juridique? De quoi il se compose? C'est-à-dire quels sont les éléments qui forment le fonds de commerce et quelles sont les opérations qui peuvent porter sur le fonds de commerce. Donc, chapitre numéro 1, la notion de fonds de commerce. Nous allons essayer de cerner cette notion-là et de comprendre son contenu et ses contours. Pour exercer son activité commerciale, nous avions vu que le commerçant est obligé de mettre en œuvre un certain nombre de moyens. Même si le commerçant exerce une activité qui ne nécessite pas beaucoup de matériel ou un matériel sophistiqué, il est néanmoins nécessaire de mettre en œuvre un minimum de ressources, un minimum de moyens, que ces moyens soient humains ou matériels. Il est nécessaire d'avoir certains biens pour l'exercice de l'activité commerciale, des biens qui sont affectés à l'exploitation commerciale. Ces biens qui sont affectés à l'exploitation commerciale forment un ensemble auquel le droit marocain applique des règles très spécifiques. C'est ce qu'on appelle le fonds de commerce, fonds avec S. Donc le fonds de commerce est un ensemble de biens qui constitue le support matériel de l'entreprise et qui permet à l'entreprise d'être exploitée au jour le jour. La finalité qui est recherchée par la mise en œuvre de cet ensemble de moyens par le commerçant, eh bien, c'est d'attirer les clients, c'est d'attirer une clientèle et surtout de fidéliser cette clientèle sur le long terme. Donc, la mise en œuvre de ces moyens-là, le fonds de commerce, lorsqu'il est exploité, son objectif pour le commerçant, c'est d'allier la clientèle, de rallier une certaine clientèle, de l'attirer et surtout de la fidéliser sur le long terme. Alors, en principe, tout commerçant, personne physique ou personne morale, est propriétaire d'un fonds de commerce. Ce fonds de commerce constitue, comme je vous le disais, le support matériel de l'entreprise. Néanmoins, le législateur
prive certains commerçants du bénéfice du fonds de commerce. C'est le cas, et nous allons le voir tout à l'heure, c'est le cas des commerçants qui sont installés à l'intérieur de grandes surfaces, comme par exemple les centres commerciaux, puisqu'on estime que ces commerçants-là n'ont pas de clientèle qui leur est propre, n'ont pas de clientèle personnelle. Lorsque vous vous déplacez dans un centre commercial, vous allez surtout, dans ce centre commercial, vous allez surtout voir, justement, vous déplacer pour faire des achats dans ce centre commercial. Donc, vous êtes considéré comme étant une clientèle du centre commercial et non pas une clientèle personnelle à telle ou telle boutique, à tel ou tel magasin qui est situé à l'intérieur de ce centre commercial. Donc, le législateur prive certains commerçants du bénéfice du fonds de commerce et donc, comme je vous l'ai dit, c'est le cas des commerçants installés à l'intérieur de grandes surfaces ou même dans les gares et les aéroports. Pour revenir à notre sujet, le fonds de commerce, il est nécessaire de comprendre de quoi le fonds de commerce se compose et aussi quelle est sa nature juridique. Le fonds de commerce se compose d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels qui sont mis en service, mis en œuvre pour l'exploitation commerciale. Donc, nous allons voir de quoi il se compose d'abord et ensuite nous verrons quelles sont les opérations juridiques qui peuvent porter sur le fonds de commerce, puisque le fonds de commerce est un bien qui a une valeur patrimoniale, qui a une valeur économique et donc il peut faire l'objet de différentes opérations juridiques au bénéfice du commerçant. Il peut vendre son fonds de commerce, il peut mettre son fonds de commerce en garantie, on dit qu'il nantit son fonds de commerce, il peut l'apporter en société, il peut le mettre en location, donc il y a un certain nombre d'opérations juridiques qui peuvent être réalisées sur le fonds de commerce et donc le commerçant, en développant son activité commerciale et en ayant ce fonds de commerce, donc en possédant ce fonds de commerce, en étant propriétaire de son fonds de commerce, il devient propriétaire d'un bien qui a une certaine valeur économique et donc il peut en faire un certain nombre de choses qui peuvent lui apporter justement des bénéfices ou des ressources financières différentes. Donc, l'article 79 du Code de commerce nous renseigne sur la composition du fonds de commerce. Vous voyez que cet article est prévu dans le cadre du livre 2 du Code de commerce. Ce livre est relatif au fonds de commerce et donc dans le titre premier de ce livre 2, nous avons tous les éléments du fonds de commerce qui sont spécifiés donc par la loi. L'article 79 nous dit et dispose que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. Donc là, nous avons la nature juridique du fonds de commerce. C'est un bien meuble incorporel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de matière, qu'il ne peut pas être déplacé, qu'il ne peut pas être touché. Ce bien meuble incorporel est constitué par un ensemble de biens mobiliers qui est affecté à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. Donc, nous allons voir d'abord la composition du fonds de commerce et nous verrons en second lieu la nature juridique du fonds de commerce. Section numéro 1, la composition du fonds de commerce. L'article 80, qui suit l'article 79 que nous venons de voir, dans son alinéa premier, dispose que le fonds de commerce comprend obligatoirement, et ce terme est très important, puisqu'il nous renseigne sur l'élément fondamental du fonds de commerce qui est la clientèle et l'achalandage. Donc, le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage, mais ce n'est pas tout, puisque le fonds de commerce comprend également tous les autres biens qui sont nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Et donc ici, le législateur nous donne un certain nombre d'exemples de biens qui peuvent être nécessaires, estimés nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Donc, par exemple, il est cité dans cet article des biens tels que des éléments tels que le nom commercial, le droit au bail, le matériel et l'outillage, les marchandises, etc. Donc, nous allons essayer d'étudier tous ces éléments-là, donc corporels et incorporels, qui composent le fonds de commerce, en les différenciant justement dans deux catégories différentes. D'une part, les éléments corporels et d'autre part, les éléments incorporels, puisque tous ces éléments que nous avons vus à l'article 80, donc alinéa 1er et alinéa 2, peuvent être regroupés soit en des éléments corporels, soit en des éléments incorporels. Donc, premièrement, les éléments corporels du fonds de commerce. Lorsqu'on parle d'éléments corporels, eh bien, il s'agit
d'éléments, de biens qui ont un corps, qui ont une existence matérielle, qui peuvent être déplacés, contrairement aux éléments incorporels qui sont des biens immatériels, qui sont des biens qui n'ont pas de matière, qui n'ont pas d'existence matérielle et donc qui ne peuvent pas, de manière très concrète, qui ne peuvent pas être déplacés, mais qui ont une valeur néanmoins. Parmi les éléments corporels les plus importants qui composent le fonds de commerce, nous avons le matériel et l'outillage. Alors, nous avons d'une part le matériel et l'outillage et nous avons d'autre part les marchandises. Il est nécessaire de différencier ces deux grandes catégories. Il est nécessaire de faire la différence entre le matériel et l'outillage et les marchandises. En ce qui concerne le matériel et l'outillage, l'on considère que ce sont des éléments constitués de des biens d'équipement qui sont affectés à l'activité exercée lorsque cela est nécessaire et ils sont affectés à l'exploitation commerciale de manière permanente. Donc cette première catégorie de biens corporels est constituée, comme je vous le disais, de biens d'équipement qui sont affectés de manière permanente à l'exercice de l'activité commerciale, à l'exploitation du fonds commercial. Il s'agit par exemple de machines, du mobilier, du local, où est exploité le fonds de commerce, des voitures qui sont destinées à la livraison des marchandises au profit des clients, des ordinateurs et imprimantes qui sont nécessaires pour l'exploitation journalière de l'activité commerciale. Et dans certaines activités, il s'agit également, donc le matériel et l'outillage comprend également les biens qui ont une valeur importante pour l'exercice même de l'activité, puisqu'il y a certaines activités commerciales où le matériel et l'outillage a une importance considérable et une valeur très importante. Et dans ce cas-là, les machines sont essentielles à l'exercice de l'activité et à l'exploitation du fonds. Ils ne sont pas juste essentiels de manière accessoire à l'exploitation du fonds, ils constituent vraiment le principal et le centre et l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce. Dans ce cas-là, l'acquisition et la possession par le commerçant d'un matériel de pointe, d'un matériel sophistiqué, spécialisé, sera un gage de compétitivité pour le commerçant en question. Et donc, ces machines-là, ce matériel et cet outillage-là augmentera bien sûr la valeur du fonds puisque justement, si c'est un matériel de pointe spécialisé, eh bien cela est un gage de compétitivité pour le commerçant en question et même pour celui qui souhaiterait acheter et acquérir le fonds de commerce. Alors, lorsque le commerçant n'a pas les moyens d'acheter lui-même le matériel et l'outillage qui peut être nécessaire à l'exploitation de son fonds de commerce, eh bien, il y a ce que l'on appelle la technique du crédit bail. C'est-à-dire que le commerçant a la possibilité de louer le matériel en question, les machines en question, ce dont il a besoin pour l'exploitation de son fonds de commerce à travers justement la technique du crédit bail. On appelle également cette technique la technique du leasing auprès d'institutions qui proposent ces services. On a des sociétés de leasing qui proposent justement ces services-là ou des établissements de crédit qui offrent également donc ces services de crédit bail. C'est-à-dire que la société en question, l'institution en question va avancer les fonds donc au commerçant, c'est-à-dire c'est elle qui va acheter le matériel en question, dont le commerçant a besoin, et elle va louer ce matériel-là au commerçant à travers un contrat de crédit bail. Et à l'expiration de ce contrat de crédit bail, le commerçant aura une option d'achat, c'est-à-dire qu'il aura la possibilité d'acheter le matériel auprès de l'institution en question, c'est-à-dire de devenir lui-même propriétaire du matériel ou de ne pas l'acheter. Donc c'est une technique qui a des avantages considérables, notamment financiers, pour le commerçant qui n'a pas la possibilité d'être propriétaire et d'acheter, d'acquérir le matériel dont il a besoin pour l'exploitation de son fonds de commerce. Donc, ce qu'il faut retenir surtout ici, en ce qui concerne le matériel et l'outillage, cette première grande catégorie d'éléments corporels composant le fonds de commerce. Il faut retenir que ces éléments-là, le matériel et l'outillage, sont des éléments qui sont durablement affectés à l'exploitation de l'entreprise, du fonds de commerce. Ils ne sont pas destinés à être vendus. Ils servent au développement de l'activité commerciale et donc ils ne sont pas destinés à être vendus. Contrairement aux marchandises. Les marchandises constituent le stock de matières premières ou les produits finis qui, eux, sont destinés à être vendus par le commerçant en question. Donc, il s'agit de l'actif circulant.
de l'entreprise. C'est les biens qui sont destinés à être vendus. Et contrairement au matériel et à l'outillage qui sont des éléments stables, des éléments qui sont durablement affectés à l'exploitation du fonds de commerce, les marchandises sont destinées à être vendues. Même dans l'hypothèse où les marchandises sont maintenues, c'est-à-dire qu'elles sont stockées dans un local loué par le commerçant, soit pour livraison, soit pour autre, cela ne change rien à leur nature, dans la mesure où les marchandises constituent l'actif circulant de l'entreprise et sont destinées à être vendues. Donc, les marchandises se distinguent du matériel par leur destination. Donc, à quoi elles sont destinées? Le matériel n'est pas destiné à être vendu, tandis que les marchandises, elles, sont destinées à être vendues. Par exemple, une imprimante ou un ordinateur seront considérés comme étant des marchandises si le fonds de commerce vend du matériel du bureau. Si c'est l'activité principale du fonds de commerce, c'est la vente du matériel de bureau. En revanche, ils seront considérés comme du matériel rattaché au fonds de commerce si le fonds de commerce a pour objet l'exploitation donc d'une autre activité qui ne nécessite pas justement la vente du matériel de bureau. Donc dans l'un ou dans l'autre des cas, il est possible de distinguer ou de qualifier donc certains biens, soit dans la catégorie du matériel et de l'outillage, soit dans la catégorie des marchandises. Quel est l'intérêt au final de distinguer ces deux catégories? Eh bien, cela a un intérêt considérable pour le commerçant, puisque un matériel, des biens qui sont stables, qui sont affectés durablement à l'entreprise, peuvent être source de financement pour le commerçant, puisque le matériel et l'outillage sont présumés stables, puisqu'ils sont présumés être affectés de manière permanente à l'exploitation du fonds de commerce, eh bien, le commerçant peut utiliser ces biens-là, peut utiliser le matériel et l'outillage pour se procurer du crédit. Il peut nantir ce matériel, c'est-à-dire donner en garantie le matériel et l'outillage, tout en continuant à l'utiliser pour produire donc les produits qui sont destinés à la vente. Et donc, cela lui permet de se procurer du crédit, de se procurer donc une source de financement. Au contraire, les marchandises, puisqu'elles sont destinées à être vendues, eh bien, dans ce cas-là, le commerçant ne peut pas les utiliser pour se procurer une source de financement, un crédit ou autre. Il est obligé, puisque les marchandises sont destinées à la vente, il est obligé de s'en détacher et de les remettre en gage. Et donc, ce qui suppose en principe leur transfert dans les entrepôts de créanciers gagistes ou d'un tiers. Donc, l'une ou l'autre des catégories de biens n'a pas la même importance, n'a pas le même intérêt pour le commerçant, donc, et surtout pour ce qu'il peut en faire, notamment pour se procurer ou non donc une autre source de financement. Donc voilà les éléments importants en ce qui concerne les éléments incorporels du fonds de commerce. Ce sont les éléments essentiels en ce qui concerne cette première catégorie. D'un côté, nous avons le matériel et l'outillage. Vous devez retenir que ce sont des éléments stables qui sont durablement affectés à l'exploitation du fonds de commerce. Et nous avons les marchandises de l'autre qui sont constituées par les matières premières ou les produits finis qui, eux, sont destinés à être vendus par le commerçant. Deuxième grande catégorie d'éléments qui composent le fonds de commerce, ce sont les éléments incorporels. Ce sont les plus importants. Ils ont une nature vraiment essentielle, ils ont une importance essentielle pour la valeur du fonds de commerce. Paragraphe numéro 2, les éléments incorporels du fonds de commerce. Nous allons commencer par la première grande catégorie qui est la clientèle et l'achalandage. Rappelez-vous de l'article que nous avons vu tout à l'heure, l'article 79 du Code de commerce. Article 80 pardon, du Code de commerce qui dispose clairement que le fonds de commerce comprend obligatoirement, et ce terme, comme je vous le disais, est très important, la clientèle et l'achalandage. Sans clientèle et sans achalandage, il n'y a pas de fonds de commerce. C'est l'élément incorporel le plus important du fonds de commerce, puisque sans clientèle et sans achalandage, il n'y a pas de fonds de commerce. C'est pourquoi le fonds de commerce doit obligatoirement comprendre la clientèle et l'achalandage. Ce sont les éléments les plus importants du fonds de commerce et ce sont les éléments qui déterminent même l'existence du fonds de commerce. Sans clientèle, le fonds de commerce n'existe pas. Il faut différencier entre la clientèle et l'achalandage. Alors tout d'abord, la clientèle. Comment est-ce qu'on peut identifier la clientèle? Quels sont les critères pour justement considérer qu'il y a une clientèle d'un fonds de commerce spécifique? La notion de clientèle fait référence aux clients qui sont permanents,
et les clients qui sont fidèles aux commerçants, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de s'approvisionner régulièrement auprès du commerçant. Ce ne sont pas la clientèle potentielle. La clientèle n'est pas justement, ne comprend pas les clients qui sont juste de passage ou ponctuels, qui s'approvisionnent de manière ponctuelle auprès du commerçant. Ici, on vise vraiment la clientèle permanente et fidèle du commerçant. Pour pouvoir qualifier cette clientèle-là, il faut qu'elle remplisse un certain nombre de critères. Tout d'abord, la clientèle doit être commerciale. Cela signifie quoi? Simplement, cela signifie que c'est une clientèle qui doit être liée à une personne qui a la qualité de commerçant et qui effectue des actes de commerce. Pourquoi? Parce qu'il y a une clientèle qui est spécifique, par exemple, aux professions libérales, médecins, avocats, etc. Ces clients-là cette clientèle-là n'est pas une clientèle commerciale, c'est une clientèle civile, puisqu'elle elle est en relation avec des professions libérales qui relèvent du domaine civil. Au contraire, la clientèle commerciale, c'est une clientèle qui est liée à une personne qui a la qualité de commerçant et qui effectue des actes de commerce de manière habituelle ou professionnelle. La clientèle doit également être réelle et actuelle. Cela signifie qu'une clientèle potentielle ne suffit pas à déterminer l'existence du fonds de commerce. Donc, il faut que la clientèle soit réelle et actuelle, qu'elle soit effectivement, justement, qu'elle existe. Et que ces gens-là, justement, que ces personnes-là s'approvisionnent effectivement et régulièrement auprès du commerçant, auprès du fonds de commerce donné. Et enfin, la clientèle doit être personnelle au titulaire du fonds de commerce. C'est-à-dire que la clientèle doit être propre au fonds de commerce. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque dans certains cas, certains commerçants sont privés justement du bénéfice du fonds de commerce. On estime qu'ils n'ont pas de fonds de commerce, puisqu'ils sont justement leur magasin, leur boutique se situe à l'intérieur d'établissements qui sont plus importants, comme par exemple les grandes surfaces. Donc ces boutiques-là, ces commerçants-là ne sont pas considérés comme étant titulaires d'un fonds de commerce, puisque un élément fait défaut à ce niveau-là. On considère qu'ils n'ont pas de clientèle qui est personnelle. On considère que leur clientèle n'est pas propre à leur fonds de commerce, mais que cette clientèle plutôt appartient à la grande surface, c'est-à-dire au centre commercial, par exemple. Et donc, ils ne viennent pas s'approvisionner spécifiquement dans le magasin en question auprès d'un commerçant X ou d'une boutique spécifique à l'intérieur du centre commercial. Ils viennent plutôt, cette clientèle vient s'approvisionner plutôt dans le centre commercial, donc de manière générale. Et donc, puisque l'élément le plus important du fonds de commerce fait défaut, puisque la clientèle n'existe pas, eh bien, la loi considère qu'il n'y a pas de fonds de commerce à ce niveau-là. Donc, ces commerçants-là sont privés du bénéfice du fonds de commerce. En conclusion, la clientèle est constituée par l'ensemble des personnes qui fréquentent de manière habituelle et régulière le commerce en question. Donc, le magasin en question ou la boutique en question. La fréquentation continue et répétée, donc il faut vraiment que ce soit de manière régulière, et ben c'est cette fréquentation régulière et continue qui constitue le fondement de l'existence de la clientèle. À la différence des autres éléments du fonds de commerce, comme ceux que nous avons vus tout à l'heure, par exemple le matériel, l'outillage ou les marchandises et autres, la clientèle présente un caractère essentiel, puisque sans clientèle, il n'y a pas de fonds de commerce. On peut imaginer un fonds de commerce sans enseigne, sans droit de propriété industrielle, sans même certains éléments corporels, sans droit au bail, etc. Mais on ne peut pas imaginer un fonds de commerce sans clientèle. Donc cette notion est très importante et vous devez la retenir. La clientèle et l'achalandage. Rappelez-vous, l'article combine les deux. Il faut différencier les deux. L'achalandage comprend également une certaine catégorie de clients. Une certaine catégorie de clients qui s'approvisionnent aussi de manière régulière, mais ce sont des clients qui sont de passage en général. Ce sont des clients qui font des achats occasionnels, soit parce qu'ils sont attirés par la renommée du fonds de commerce en question, ou soit parce qu'ils sont attirés par la situation géographique du commerce en question. Par exemple, les clients qui, lors d'un voyage, s'arrêtent dans les aires de repos
Vous voyez un petit peu les aires de repos donc, qui sont situées dans les autoroutes, etc. Dans les aires de repos qui sont sur leur trajet, eh bien, ils s'arrêtent dans ces aires de repos pour bénéficier, par exemple, des services de restauration qui sont proposés par ces aires de repos ou pour acheter des denrées alimentaires, etc. Ce sont des clients de passage, certes, mais il se peut que à chaque fois qu'ils prennent justement le même itinéraire, eh bien, qu'ils s'arrêtent donc dans la même aire de repos. Ce sont des clients de passage, certes, mais ils constituent également une clientèle pour le fonds de commerce à ce niveau-là. Et donc, l'achalandage représente toutes les personnes, la clientèle qui fait appel au service du commerce en question de manière occasionnelle. Et donc, elle est considérée également comme ayant une importance pour l'existence du fonds de commerce. Dans le cadre de l'achalandage, il n'y a pas forcément de répétition ou de continuité dans la fréquentation, comme c'est le cas pour la clientèle. Donc, c'est plutôt la renommée du fonds de commerce en question ou la situation géographique du commerce en question qui sont déterminants pour la clientèle à ce niveau-là. Donc, c'est le cas, par exemple, des commerces qui font partie d'une chaîne nationale, Carrefour, Pizza Hut, etc., ou ceux qui bénéficient d'un emplacement stratégique pour l'activité commerciale, soit parce qu'ils situés dans des lieux touristiques, soit parce qu'ils sont à proximité des gares, soit parce qu'ils sont justement comme Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que la clientèle et l'achalandage sont l'élément le plus important du fonds de commerce. C'est un élément incorporel qui détermine une grande partie de la valeur du fonds de commerce, puisque plus il y a de clients, plus le chiffre d'affaires du fonds de commerce est élevé, est important, et plus la valeur du fonds de commerce est élevée. Donc, la clientèle et l'achalandage déterminent une grande partie de la valeur du fonds de commerce à travers le chiffre d'affaires. Et donc, la clientèle, au final, c'est le but poursuivi par le commerçant, comme je vous le disais en introduction. Le but du commerçant qui met en œuvre un ensemble de moyens pour l'exploitation de son fonds de commerce n'a pour objectif que d'attirer une clientèle et de la fidéliser. Tous les autres éléments du fonds de commerce sont des moyens, des outils pour pouvoir attirer, pour pouvoir atteindre cet objectif qui est le fait d'attirer la clientèle et de la fidéliser. Et paradoxalement, même si justement le commerçant met en œuvre cet ensemble de moyens pour attirer et fidéliser la clientèle, il n'a aucun moyen de la garder, de s'approprier la clientèle, puisque la clientèle n'appartient pas aux commerçants. Et dans un système d'économie libérale qui suppose le principe de la libre concurrence, eh bien la clientèle peut être justement enlevée par le commerçant, par un concurrent qui propose un service meilleur pour un prix moins élevé, par exemple. Donc, le commerçant n'est pas propriétaire de cette clientèle-là, même si, par exemple, il peut être propriétaire de tous les autres éléments qui composent le fonds de commerce, il n'est pas propriétaire de cet élément fondamental qui est la clientèle et l'achalandage. C'est pour ça qu'il doit justement faire preuve de compétitivité régulièrement et mettre des moyens justement originaux en œuvre afin de rallier la clientèle et de la fidéliser. Puisque malgré son caractère essentiel, rien ne rattache cette clientèle au fonds de commerce de manière permanente et absolue. C'est-à-dire, c'est vraiment le choix des clients de s'approvisionner ou non auprès de ce commerçant en question. Et à travers justement, en vertu du principe de la libre concurrence, cette clientèle peut facilement justement se détacher de certains commerçants et de commencer à s'approvisionner chez un concurrent qui propose un service meilleur pour un prix ou des produits qui sont de meilleure qualité pour des prix plus compétitifs. Deuxième élément incorporel important du fonds de commerce est le non commercial et l'enseigne. Donc, cette deuxième catégorie, il faut là également distinguer ces deux notions. Alors, le non commercial, c'est l'appellation sous laquelle l'activité commerciale va être développée. Pour les entreprises individuelles, rappelez-vous que le commerçant peut exercer en son nom, donc sous forme de personne physique, ou il peut exercer sous forme d'une entreprise sociétaire, c'est-à-dire qu'il peut créer une société commerciale. Pour les entreprises individuelles, le nom commercial peut être choisi et faire référence au nom patronymique du commerçant, c'est-à-dire à son nom de famille. Donc le commerçant, personne physique, peut
choisir son nom de famille comme étant le nom de son fonds de son fonds de commerce, c'est-à-dire son nom commercial. Il peut également choisir une dénomination de fantaisie, donc qui n'a rien à voir avec justement son nom patronymique ou autre. Pour les personnes morales, il en est de même. Il est possible, on parle ici, on parle de dénomination sociale, on ne parle pas de nom commercial, on parle de dénomination sociale. Et à ce moment-là, donc la dénomination sociale peut également être en lien avec l'activité développée. Elle peut être en lien avec l'incorporation du nom d'un ou de plusieurs associés de la société. Et bien sûr, ici également, les associés peuvent choisir une appellation de fantaisie. En ce qui concerne donc à la fois les entreprises individuelles et les personnes morales, le nom commercial de manière générale doit être disponible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être déjà utilisé par un autre commerçant. Rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé de l'immatriculation au registre du commerce, nous avions vu que qu'il fallait joindre au dossier d'immatriculation un certain nombre d'éléments. Parmi ces éléments, je vous avais parlé du certificat négatif qui était délivré par l'OMPIC. Alors, ce certificat négatif, eh bien, il sert à cela. Il sert à attester que le nom commercial qui est choisi soit par le commerçant personne physique, soit pour la société commerciale, n'existe pas, c'est-à-dire qu'il existe, c'est-à-dire qu'il n'a pas déjà été utilisé par un autre commerçant. Donc, ce nom commercial est disponible et ce certificat négatif permet au commerçant en question d'utiliser ce nom commercial et de l'inscrire au registre du commerce. Lorsque le nom commercial a fait l'objet justement d'une inscription au registre du commerce, il demeure rattaché au fonds de commerce. C'est une inscription qui lui donne une valeur patrimoniale. Et par conséquent, le nom commercial peut être transféré avec le fonds de commerce. Donc, en cas de cession du fonds de commerce par le commerçant donc un tiers, à un acquéreur, eh bien, le nom commercial fera partie intégrante du fonds de commerce et il sera transmis avec lui. Et également, il sera protégé juridiquement, c'est-à-dire que personne ne peut l'utiliser ou imiter ce nom commercial. Personne ne peut concurrencer à ce niveau-là le commerçant, et puisque le nom commercial sera protégé par une action en justice pour concurrence déloyale à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas utiliser le nom commercial donc en question, soit en l'imitant, soit en l'utilisant par un concurrent, et puisque là, il y a une action en justice qui sera possible pour le commerçant en vue justement de condamner le concurrent en question par justement à des dommages-intérêts, une indemnisation et surtout à cesser l'utilisation ou l'imitation du nom commercial donné. C'est là une originalité que présente le nom commercial par rapport au nom civil. En droit civil, le nom est un droit de la personnalité juridique, donc votre nom de famille est un droit de la personnalité juridique, qui ne peut pas faire l'objet du commerce juridique. Vous ne pouvez pas justement céder votre nom, celui qui est attaché à votre personne. En revanche, le nom commercial qui est rattaché donc à l'entreprise, eh bien, donc, que ce soit à la personne physique ou à la personne morale, à ce niveau-là, qui exerce donc son activité commerciale, eh bien, puisque c'est un élément du fonds de commerce, il constitue un droit de propriété incorporelle et il peut être cédé avec le fonds de commerce. Donc, il a une valeur patrimoniale et il peut être cédé. Il fait partie justement du commerce juridique. Il est possible de le céder. L'enseigne, en revanche, est différente. L'enseigne se rapporte au local d'exploitation, au point de vente. C'est un signe qui est apposé. Donc, dans le cas, c'est un signe distinctif qui est apposé dans le cadre du local où est exploité le fonds de commerce. Cela peut consister en un jeu de lumière, en une forme particulière, une image qui est apposée sur le local, ou même donc des inscriptions de fantaisie. Donc, c'est vraiment l'enseigne est rattachée au local où est exploité le fonds de commerce, que ce soit une boutique, un point de vente, une localisation, etc. Elle n'est pas nécessairement liée à l'entreprise elle-même, comme c'est le cas pour le nom commercial. L'enseigne se rapporte à la façade, si vous voulez, de la boutique ou de l'immeuble où est exercée l'activité commerciale, où est exploité le fonds commercial. Elle permet de signaler à la clientèle qu'il y a là un point de vente, qu'il y a là un commerce. Donc l'enseigne désigne à la fois l'appellation du point de vente, qui peut être, elle, différente du nom commercial, et elle désigne également le support physique,
qui permet l'identification du point de vente. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez en tête, par exemple, les pharmacies, les officines de pharmacie, vous avez parfois des néons, vous avez parfois des croix, donc qui indiquent qu'il y a une pharmacie, qu'il y a un point de vente là-bas en relation donc avec une officine de pharmacie. Eh bien, cet élément-là fait partie de l'enseigne justement du commerce, l'enseigne de la pharmacie en question. Et le nom qui est également apposé sur la façade, donc du point de vente, peut être lié au nom commercial et peut être complètement détaché du nom commercial. Donc l'enseigne, ce que vous devez retenir, c'est que l'enseigne est un signe extérieur qui combine généralement un jeu de lumière, un jeu de couleurs, un signe, une inscription, une forme, même une image, et qui a pour fonction, son objectif est d'individualiser le fonds de commerce et de signaler à la clientèle qu'il y a là un point de vente, qu'il y a là un commerce, et justement de rallier la clientèle à ce niveau-là. Elle peut consister en un nom, comme je vous ai dit, un nom de fantaisie ou un emblème matériel, donc une certaine forme apposée sur la façade de la boutique, et elle fait partie de ce qu'on appelle les droits de la propriété industrielle à ce niveau-là. Donc il faut faire la différence entre le nom commercial qui est rattaché à l'entreprise elle-même, qui est développée et qui est inscrit au registre du commerce, et l'enseigne qui, elle, a pour objectif d'individualiser le fonds de commerce. Troisième élément incorporel du fonds de commerce qui est lui aussi essentiel, c'est le droit au bail. Vous savez que le commerçant peut exercer dans un local dont il est propriétaire, donc qu'il possède, mais il peut également louer le local dans lequel il exerce, dans lequel il exploite son fonds de commerce, lorsqu'il n'a pas les moyens, justement, ou lorsqu'il n'est pas propriétaire d'un local où il peut exploiter son fonds de commerce. Dans ce cas, on dit que le commerçant devient locataire des murs du local dans lequel il exploite son fonds de commerce. Donc les murs du local dans lequel il exploite le fonds de commerce ne lui appartiennent pas. En revanche, il peut les louer en vertu d'un contrat de bail, un contrat de bail longue durée, conclu avec la personne qui est propriétaire des murs du local, donc qui est propriétaire du local. Donc, des manières pour le commerçant d'exploiter son fonds de commerce, soit qu'il est propriétaire du local, et dans ce cas-là, il exerce dans le local en même temps en étant propriétaire de ce local, soit qu'il n'est pas propriétaire du local, et dans ce cas-là, il doit louer auprès donc d'une personne qui, elle, est propriétaire du local, il doit louer un local donné pour exercer, mettre en place son commerce donc, et exploiter son fonds de commerce. Ce contrat de bail est appelé le bail commercial, puisque ce n'est pas un contrat de bail à usage d'habitation, c'est un contrat de bail à usage commercial. L'objectif de la personne ici est de développer un fonds, d'exploiter un fonds de commerce. Ce contrat de bail commercial, les rapports qui existent entre le propriétaire du local et le commerçant locataire sont régis, sont réglementés par une loi spécifique, la loi numéro 49/16. Cette loi a une importance considérable parce qu'elle permet elle institue, si vous voulez, un régime très protecteur du commerçant qui loue le local donné et qui exploite son fonds de commerce dans un local loué. Puisque vous savez que dans un contrat de bail ordinaire, eh bien, à l'expiration du contrat de bail, le bailleur peut choisir de renouveler ou de ne pas renouveler le contrat de bail. Et rappelez-vous, la clientèle est un élément qui est essentiel pour le fonds de commerce. Si le commerçant se retrouve être privé du bail commercial, c'est-à-dire lorsque le bailleur ne souhaite pas renouveler son contrat de bail, eh bien à ce moment-là, le commerçant se trouve en péril puisque la clientèle ne pourra pas justement ne pourra pas être fidélisée, ne pourra pas être entretenue donc par justement l'exploitation continue et répétée du fonds de commerce. Donc le commerçant doit être protégé à ce niveau-là pour pouvoir justement exploiter donc de manière libre son fonds de commerce et surtout de pouvoir attirer la clientèle sur la durée, donc sur une longue période. C'est pour ça que cette loi
permet d'instaurer une protection au bénéfice des commerçants qui sont locataires du local dans lequel ils exploitent leur fonds de commerce. Elle permet de protéger le commerçant qui va créer son fonds de commerce et qui exerce son activité dans un local qu'il loue. C'est pourquoi on parle de droit au bail dans le cadre de cette loi. Le droit au bail signifie que, après une certaine durée d'exploitation, le commerçant devient titulaire d'un droit au renouvellement du bail, c'est-à-dire que le bailleur, le propriétaire du local, ne peut pas lui refuser ce renouvellement, ne peut pas refuser à ce que justement le commerçant continue d'exploiter, d'être dans le local pour exploiter son fonds de commerce. Ce droit au renouvellement du bail a également été appelé la propriété commerciale, tellement il a une grande importance, puisque l'effet de ce droit est d'octroyer un renouvellement automatique du contrat de bail au bénéfice du commerçant. C'est en ce sens que la loi numéro 449/16 dont je vous parlais garantit aux commerçants locataires le droit à un renouvellement de son bail, et ce, après 2 années d'exploitation effective dans le local loué. Donc le législateur ici pose une condition de durée. Il dit qu'après 2 années d'exploitation effective du fonds de commerce dans le local loué, le commerçant devient propriétaire du fonds de commerce. C'est après 2 années d'exploitation effective que le législateur considère que le fonds de commerce existe, puisqu'il faut un certain temps pour pouvoir justement rallier une clientèle et la fidéliser. Donc cette condition de durée permet au législateur d'instaurer ce que l'on appelle une protection pour le commerçant locataire, et ce que l'on appelle justement le droit au renouvellement du bail. La durée de 2 années est là pour considérer que l'existence du fonds de commerce ne peut être vérifiée qu'après 2 années d'exploitation. Ce n'est qu'après 2 années d'exploitation que l'on considère qu'il y a une certaine clientèle pour le fonds de commerce, et donc que cette clientèle fait partie du fonds de commerce. Et rappelez-vous que la clientèle détermine la grande partie de la valeur du fonds de commerce, et c'est elle qui détermine également l'existence du fonds de commerce. Donc, le droit au renouvellement du bail est très important pour le commerçant, puisque ce n'est qu'à travers cette protection qu'il peut exploiter librement son fonds de commerce, et donc en ayant un renouvellement automatique du contrat de bail. Le droit au bail permet au commerçant, comme je vous l'ai dit, de bénéficier du renouvellement de son contrat de bail. Et étant donné l'importance de ce droit, certains auteurs l'ont qualifié de propriété commerciale. Parfois, le commerçant, dans certains contrats de bail, c'est très courant d'ailleurs, peut être propriétaire de ce droit au bail, de cette propriété commerciale. Il peut l'acquérir avant justement l'expiration de ces 2 ans, avant ces 2 années d'exploitation effective, lorsqu'il paye ce que l'on appelle un pas de porte. Donc la condition de durée qui est ici de 2 années au minimum pour considérer que le fonds de commerce existe et donc pour être titulaire du droit au bail, cette condition de durée n'est pas obligatoire lorsque le locataire commerçant a payé une certaine somme d'argent lors de la conclusion du contrat de bail. Il paye ce que l'on appelle un pas de porte, donc une certaine somme d'argent, lors de la conclusion du contrat de bail, pour pouvoir justement acquérir le droit au bail, pour être propriétaire du droit au bail dès la conclusion du contrat, c'est-à-dire dès le départ, avant même qu'il commence à exploiter de manière effective son fonds de commerce. Donc il achète ce droit au bail d'une certaine manière, en contrepartie d'une certaine somme d'argent qui est versée dès la conclusion du contrat. Et dans ce cas, le locataire commerçant bénéficie de la propriété commerciale. Il devient titulaire du droit au bail dès la signature du contrat de bail commercial. Donc ça a une importance considérable. La loi pose certaines conditions pour pouvoir justement en bénéficier, puisqu'elle impose aux signataires du contrat de bail de constater, c'est-à-dire de mentionner expressément le montant du pas de porte, le montant qui est versé en contrepartie du droit au bail,
par écrit dans le contrat de bail ou dans un acte séparé du contrat de bail. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une preuve écrite du versement de cette somme d'argent qui a été faite, donc qui a été fait en contrepartie de l'acquisition du droit au bail. Donc, si le locataire souhaite être propriétaire du droit au bail, c'est-à-dire s'il souhaite acquérir le droit au bail avant l'expiration des 2 années d'exploitation effective, avant justement l'expiration de cette condition de durée prévue par la loi, eh bien, il peut verser une somme d'argent dès la conclusion du contrat par laquelle le bailleur lui donne le bénéfice au renouvellement du bail automatique. Mais dans ce cas-là, il faut, pour pouvoir prouver qu'il a effectivement acheté le droit au bail, il faut avoir une preuve écrite. Il faut que le montant versé en contrepartie du droit au bail soit mentionné soit par écrit dans le contrat au bail, dans le contrat du bail commercial, soit dans un acte séparé du contrat de bail. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de preuve écrite du versement de cette somme d'argent à la signature du contrat de bail, il faut respecter la condition de durée des 2 années qui redevient obligatoire afin que le commerçant puisse bénéficier du droit au bail. Le droit au bail a une importance considérable, comme je vous le disais. S'il n'y a pas de renouvellement automatique du bail, le commerçant est dans une situation très difficile, puisqu'il peut, à chaque fois que la durée du bail arrive à expiration, il peut être évincé. Le contrat peut être résilié par le bailleur et donc il peut perdre tout ce qu'il a construit, c'est-à-dire tous les moyens qu'il a mis en œuvre et également donc tout son chiffre d'affaires, tout ce qu'il a développé pour exploiter son fonds de commerce. Donc les conséquences peuvent être très graves. C'est pour cela que la propriété commerciale permet de protéger le commerçant en question. Il permet au commerçant de continuer à occuper le local, donc de prolonger le contrat de bail et de maintenir la clientèle. Et rappelez-vous que la clientèle détermine la valeur du fonds et détermine l'existence du fonds de commerce. Le droit au bail permet également au commerçant de pouvoir céder le droit au bail. Il peut être cédé de manière séparée puisque c'est un des éléments du fonds de commerce. Il a une valeur patrimoniale. Il peut être cédé tout seul. Donc, le droit au bail peut faire l'objet d'un contrat spécifique, d'un contrat complètement détaché de la cession du fonds de commerce en entier. Donc, le commerçant a la possibilité de céder son bail, de céder son droit au bail à l'acquéreur du fonds de commerce ou même à un acquéreur donné qui souhaite s'installer dans le local pour développer un autre fonds de commerce. Et dans le cas où le propriétaire utilise son fonds pour une autre transaction, donc il peut également apporter ce bail-là dans ce cadre-là. Donc l'importance du droit au bail n'est absolument pas négligeable, que ce soit pour l'entretien donc et l'exploitation du fonds de commerce, mais également pour la réalisation d'un certain nombre d'opérations juridiques qui peuvent justement avoir une importance financière pour le commerçant locataire. Donc le droit au bail a une importance et c'est pour cela que dans le cas où le bailleur ne souhaite pas donc renouveler le bail, à ce moment-là, il est justement la conséquence est qu'il doit payer une indemnité d'éviction au commerçant qu'il a évincé. C'est-à-dire que la loi impose à ce que justement le bailleur renouvelle le contrat au bail, puisqu'elle octroie au commerçant un droit au bail, un droit au renouvellement du bail. Si le bailleur malgré justement le droit au bail, ne renouvelle pas le bail et souhaite résilier le contrat, à ce moment-là, il faut qu'il indemnise le commerçant en question. Il faut absolument qu'il indemnise le commerçant en question, puisque à ce moment-là, il résilie le contrat de bail et cela a des conséquences juridiques importantes sur le statut du commerçant. Donc, nous allons le voir tout à l'heure en ce qui concerne l'indemnité d'éviction. Mais tout d'abord, les droits et les obligations du locataire. Le contrat de bail qui est conclu, le bail commercial, octroie certains droits au commerçant locataire et il fait peser sur lui également certaines obligations. Ici, vous avez donc les droits et les obligations essentielles du locataire commerçant. Tout d'abord, le locataire commerçant a un droit de jouissance, c'est-à-dire que le contrat de bail lui permet de jouir des locaux qui font l'objet du bail et d'exploiter librement son fonds de commerce dans les locaux en question. C'est le principal droit
que le contrat de bail donne au locataire. Le locataire, bien sûr, est tenu de respecter les termes du contrat, c'est-à-dire qu'il doit utiliser le local pour l'activité qui est prévue au contrat. Et le propriétaire, dans ce cas-là, si le locataire n'exerce pas l'activité qui a été convenue, qui exerce une autre activité, dans ce cas-là, le propriétaire est avantagé en cas de contestation. Il peut évincer le locataire en ayant une base légale qui est solide puisqu'il n'aura pas respecté ce que l'on appelle la destination du fonds de commerce. Le locataire commerçant a également la possibilité de céder son bail. C'est le contrat par lequel donc le commerçant locataire transmet les droits et les obligations qui sont attachés au bail à un tiers. La cession du bail peut être liée à l'acquisition du fonds de commerce ou elle peut être détachée de l'acquisition du fonds de commerce, comme je vous le disais tout à l'heure. Et enfin, la loi donne la possibilité aux commerçants locataires de sous-louer son bail. C'est un acte juridique par lequel le locataire, donc du local en question, va octroyer à un tiers, donc à une autre personne, un bail différent, que ce soit sur la totalité ou une partie des lieux où il est lui-même, donc où il exerce lui-même, donc dont il est lui-même locataire. Il va sous-louer le local en question. Donc ici, il y a une superposition d'un second contrat de bail au premier. Alors que dans la cession du contrat de bail, on va transférer la totalité du contrat tel qu'il est du commerçant locataire à une autre personne. Donc le locataire commerçant, en vertu de la loi numéro 449/16, a la possibilité de sous-louer tout ou partie du local en question. Il a également, comme je vous l'ai dit, l'effet le plus important, c'est le droit au renouvellement du bail. C'est-à-dire qu'à l'expiration du contrat de bail, le locataire a le droit soit au renouvellement du bail, soit si le bailleur, si le propriétaire du local ne souhaite pas renouveler le bail, à ce moment-là, il doit lui payer, il doit lui verser une indemnité d'éviction, puisqu'il a été justement à ce moment-là évincé du local, et donc il y a une indemnité dont justement la valeur est déterminée par la loi, dont le calcul de la valeur est déterminé par la loi, nous allons le voir tout à l'heure. Dans ce cas-là, lorsqu'il y a éviction, le commerçant a la possibilité de monnayer son départ, puisque le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le locataire, le cessionnaire ou les ayants droit du locataire qui justifient d'une exploitation personnelle du local. Donc, nous allons voir bien sûr d'une exploitation personnelle du local pour la durée qui est prévue par la loi, c'est-à-dire d'une jouissance consécutive de 2 années au minimum. Les obligations principales du locataire, c'est celle du paiement du loyer, bien sûr, comme ce qui est prévu dans le contrat de bail, donc qui est convenu entre les parties. Le loyer est librement fixé entre les parties, mais les dispositions de la loi 0703 relatives à la révision du montant des loyers, du loyer des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal s'appliquent si les parties n'ont pas prévu donc de stipulation contraire. Une révision légale du loyer n'est pas automatique à ce niveau-là, puisque le locataire ou le bailleur doivent demander une révision du loyer en question. L'essentiel est que le locataire doit absolument payer ses loyers à temps, puisque en cas de défaut de paiement, il y a là une base justement pour le bailleur pour qu'il puisse l'évincer ou qu'il intente une action en justice à ce niveau-là contre le locataire. Et enfin, le locataire a l'obligation, bien sûr, d'utiliser le local en vertu de la destination qui est stipulée dans le contrat et de le garder surtout dans un bon état. Comme je vous l'ai dit, si le bailleur ne souhaite pas renouveler le contrat de bail qui a été conclu avec le commerçant locataire, en cas de refus de renouvellement du bail commercial par le propriétaire, il doit indemniser le locataire. Donc, le droit au bail, la propriété commerciale, comme je vous le disais, est un élément très important du fonds de commerce. C'est elle qui garantit au commerçant locataire le droit de renouveler son bail, de rester dans le local, de l'exploiter donc librement et surtout de fidéliser sa clientèle. La fidélisation de cette clientèle dépend aussi largement de la situation géographique de l'entreprise. Et si le bail n'est pas renouvelé, eh bien le commerçant se trouve privé de sa clientèle puisqu'il devra quitter le local loué.
Donc la propriété commerciale donne le droit aux commerçants, comme je le répète encore une fois pour que vraiment vous reteniez cette notion qui est très importante puisque c'est la base vraiment du régime juridique en ce qui concerne donc l'existence du fonds de commerce et surtout donc à ce niveau-là donc l'exploitation du fonds de commerce à l'exploitation de la durée initialement prévue par le contrat de bail. Cette propriété commerciale, ce droit au bail donne le droit au commerçant de renouveler automatiquement son bail. Si le propriétaire du local refuse, cela est considéré par la loi comme une éviction. Il a évincé le commerçant locataire et donc en contrepartie de cette résiliation unilatérale du contrat de bail, le propriétaire doit verser au commerçant une indemnité de résiliation, une indemnité d'éviction. Et d'après l'article 7 de la loi numéro 49/16 qui réglemente donc le bail commercial, cette indemnité de résiliation, cette indemnité d'éviction doit être calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte dans la détermination de la valeur du montant de cette indemnité. Premièrement, la valeur du fonds de commerce. La valeur du fonds de commerce pourra être estimée sur la base des déclarations fiscales au titre des 4 dernières années, des 4 derniers exercices fiscaux du commerçant. Donc c'est le premier élément qui est pris en compte dans l'indemnité d'éviction, la valeur du fonds de commerce. Le deuxième élément qui est pris en compte dans l'indemnité d'éviction, ce sont les dépenses occasionnées par les travaux de rénovation et de restauration. Lorsque le commerçant exerce et exploite le fonds de commerce dans le local donc loué, eh bien, il est possible que le local nécessite un certain nombre de travaux d'entretien, que ce soit pour la rénovation, donc pour qu'il ait donc un autre, pour qu'il ait justement, pour que justement le local soit rénové d'une certaine manière, pour que qu'il corresponde justement à l'exploitation du fonds de commerce que le commerçant souhaite en faire, ou des travaux de restauration si le local se détériore donc dans certaines parties. En tout cas, ces dépenses-là qui sont occasionnées par les travaux de rénovation, de restauration, c'est-à-dire de réparation, et qui sont versées, qui sont prises en charge par le commerçant, eh bien, sont prises en compte également dans le calcul du montant de l'indemnité de résiliation. Également, la valeur des éléments du fonds de commerce qui seront perdus par le locataire en raison de son éviction sont également pris en compte à ce niveau-là dans le calcul de l'indemnité de résiliation. Et enfin, les frais de déménagement qui seront nécessaires pour le commerçant pour qu'il quitte le local sont également pris en compte dans l'indemnité de résiliation. Donc vous voyez que la protection qui est instituée par la loi ici est très importante pour le commerçant locataire. D'une part, cela lui octroie donc une propriété commerciale lorsqu'il exploite son fonds de commerce pendant une durée minimum de 2 années ou lorsqu'il paye donc un pas de porte dès la conclusion du contrat de bail. Cette propriété commerciale, si elle lui est retirée par une résiliation unilatérale du bail, eh bien, il bénéficie d'une indemnité donc de résiliation, donc d'une contrepartie financière qui lui permet donc de peut-être d'aller s'installer ailleurs ou de louer ailleurs. En tout cas, il a une contrepartie financière, il a un dédommagement du fait donc des conséquences néfastes que peuvent avoir une résiliation unilatérale du bail par le propriétaire du local. Donc cet élément-là, qui est le troisième élément que nous avons vu parmi les éléments incorporels du fonds de commerce, est très important également avec la clientèle du fonds de commerce. Mais il n'y a pas que ces éléments-là, puisque les autorisations administratives et les licences font également partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Et parfois, ces autorisations et ces licences sont indispensables à l'exploitation de l'activité commerciale. Il s'agit par exemple, dans certains cas, de la licence pour débit de boisson dans un restaurant. Lorsque vous développez, donc lorsque vous exploitez un fonds de commerce qui a pour objet la restauration, eh bien, si vous n'avez pas certaines licences et autorisations d'exploitation pour justement le restaurant en question, eh bien, il est impossible d'exploiter le fonds de commerce. Et lorsque vous rachetez justement un fonds de commerce donné, eh bien, également, ces autorisations sont transmises avec le fonds de commerce donné puisqu'elles sont indispensables souvent à l'exploitation du fonds, surtout si l'acquéreur souhaite exercer justement la même activité commerciale. Donc on vise ici les licences et autorisations administratives qui ne sont pas
attachées à la personne du commerçant. Il y a des autorisations qui sont nominatives, c'est-à-dire qui sont rattachées à la personne en question. Il y a des autorisations qui sont rattachées donc à l'activité en question, au fonds de commerce. À ce moment-là, on ne parle que des autorisations et des licences qui ne sont pas nominatives. Seules ces autorisations et ces licences qui ne sont pas nominatives font partie du fonds de commerce, c'est-à-dire qu'elles sont rattachées à lui et qu'elles sont transmises avec lui en cas de cession du fonds de commerce. Les autorisations et licences qui sont nominatives, c'est-à-dire qui sont données en considération de la personne en question, du commerçant par exemple, ne peuvent pas être cédées puisqu'elles sont nominatives. Il faut que le nouvel acquéreur, le nouveau propriétaire du fonds de commerce, demande une nouvelle autorisation ou une nouvelle licence qui serait donnée en son nom personnel. Enfin, nous avons également les droits de propriété industrielle. Alors, qu'est-ce que les droits de propriété industrielle? Dans certaines activités, nous avons justement certains droits de propriété industrielle qui sont rattachés au fonds de commerce, tels que les brevets d'invention, les marques, les dessins et modèles. Les droits de propriété industrielle ont une importance parfois dans certaines activités et pour l'exploitation de certains fonds de commerce, puisqu'ils confèrent, ils donnent aux propriétaires donc, de ces droits de propriété industrielle, ils donnent aux propriétaires un monopole d'exploitation ou d'utilisation, c'est-à-dire que seul le propriétaire d'une marque en question peut l'utiliser. Il a d'exploitation. Seul le propriétaire d'un brevet d'invention peut l'utiliser et peut l'exploiter. Seul également le propriétaire d'une marque, comme je vous le disais, peut l'exploiter ou l'utiliser. Ces droits de propriété industrielle augmentent parfois la valeur du fonds de commerce. Et également, ils peuvent être cédés avec le fonds de commerce. Ils peuvent être cédés avec le fonds de commerce ou ils peuvent être cédés de manière séparée, donc être détachés du fonds de commerce. Bien évidemment, il n'y a pas de droit de propriété industrielle dans tous les fonds de commerce, tout dépend de l'activité qui est exercée. Mais la loi intègre ces droits-là comme étant des éléments faisant partie du fonds de commerce. Ils peuvent être cédés avec le fonds de commerce ou être détachés du fonds de commerce. Alors, qu'est-ce que la marque? On va essayer de voir juste des petites définitions de chaque droit afin que vous ayez une idée un petit peu de ce que sont que les droits de propriété industrielle. Alors, une marque fait partie des droits de propriété industrielle. C'est un signe distinctif qui permet de distinguer les produits ou services qui sont proposés par une personne physique ou morale. Donc, par exemple, seul le propriétaire de la marque Coca-Cola peut utiliser la marque Coca-Cola et la mettre au service de l'exploitation de l'activité commerciale qui est développée. Donc, une marque est un signe distinctif qui va indiquer que certains produits ou certains services sont produits ou sont fournis par une personne spécifique, une personne physique ou morale donnée. Ça peut être une marque de fabrique, ça peut être une marque de commerce ou une marque de service. En tout cas, les droits de propriété industrielle, dont la marque ici, sont protégés par la loi si elles sont inscrites, donc, pour une durée de 10 années qui peut être indéfiniment renouvelable. La marque peut prendre des formes variées, cela peut être un nom patronymique, un nom de fantaisie, des lettres, des dessins, une combinaison de couleurs, tout dépend. Mais en tout cas, elle doit être obligatoirement associée à des produits ou à des services qui permettent de désigner ces produits-là ou ces services-là de manière spécifique. Le droit à la marque, pour pouvoir justement bénéficier de ce monopole d'exploitation ou d'utilisation, il faut obligatoirement enregistrer la marque en question à l'OMPIC. Et l'OMPIC, justement, cette institution délivre un certificat d'enregistrement de la marque en question, que ce soit une marque de fabrique, une marque de commerce ou une marque de service. Et l'enregistrement de la marque à l'OMPIC permet une protection au profit du propriétaire, puisque cela lui donne un droit exclusif pour l'utilisation de la marque, pour désigner les produits ou les services donc qu'il propose à la vente ou qu'il donc propose à sa clientèle, ou même qui lui permet donc d'exploiter la marque en question en autorisant des tiers à faire de même. Donc, il peut autoriser des licences également à d'autres personnes pour l'exploitation de la marque en question. Alors, en ce qui concerne les brevets,
sont également des droits de propriété industrielle qui confèrent au titulaire un droit exclusif d'exploitation de l'invention dont il est l'objet. Qu'est-ce qu'une invention? Une invention est une idée nouvelle qui permet dans la pratique de résoudre un problème précis d'ordre technique. Donc le brevet peut se rapporter à un produit, un dispositif ou un procédé donné. Donc c'est un titre de propriété industrielle qui donne à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de l'invention dont il est l'objet. Et cette exclusivité est assurée à la personne qui a inventé donc le produit, le dispositif ou le procédé en question pendant une durée de 20 ans. Donc le monopole ici est accordé par le législateur à l'inventeur en question et la contrepartie de ce monopole est l'obligation pour l'inventeur de divulguer son invention et le terme brevet à ce moment-là désigne le document technique dans lequel l'invention est décrite. Alors voilà en ce qui concerne les droits de propriété industrielle. Donc après les vacances, nous allons voir, il y a d'autres éléments incorporels que nous allons voir qui composent également le fonds de commerce et nous allons enchaîner avec la nature juridique du fonds de commerce et les opérations qui peuvent porter sur le fonds de commerce. Donc je vous dis donc à la rentrée et je vous souhaite de bonnes vacances. Merci pour votre attention. Et surtout aussi, si vous avez des questions. Merci à vous, madame, et à vous. Si vous avez des questions sur tout le cours, n'hésitez pas à faire une révision. Donc, pendant les vacances, vous aurez accès au support de la partie 2. Donc, vous pourrez réviser à ce moment-là, noter toutes les questions que vous avez. Comme ça, vous pouvez me les poser après les vacances et on peut faire une séance de révision. D'accord, madame, merci beaucoup. Au revoir. D'accord, madame, merci. Au revoir.